6500 dossiers sur l'ensemble du territoire. Ils en ont financé 352 et apporté 40 millions d'euros dans les différents entreprises dans lesquelles ils ont investi. Avec 2011, voilà. En fait, en 2011, sur les chiffres 2001, on ne les présente pas trop, puisqu'il y a beaucoup d'intérêt à l'époque, et puis il y avait beaucoup moins de startups et encore moins de startupers. Donc sur 2012, c'est vraiment ça. On a une baisse uniquement de 9,6% des montants investis de 2011 versus 2012, contrairement à 26% sur les profils du capital investissement, ce qui nous permet en fait d'avoir l'avantage de pouvoir investir et prendre ses décisions directement. On va dire qu'on prend toujours autant de risques, mais au moins en fait, le processus c'est moins long et on maîtrise plus son investissement que la personne dans le deck qui n'est pas dans notre investissement. Donc, pour vous présenter un petit peu le panel, surtout en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Présenter un petit peu le panel, ça va changer dans quelques temps avec la BPI France, donc son pays d'investissement. En gros, grosso modo, c'est ça. On va retrouver tout ce qui est concours, aide, prêt d'honneur et puis incubateur, accélérateur également, qui vont vous aider sur les premiers financements avec, pareil, tout ce qui est family office, donc l'ensemble de votre entourage, qui peuvent vous aider dans les premiers mois de lancement de votre activité, avec pour principe de pouvoir faire sa preuve de concept, de pouvoir développer d'abord en fait, ces versions bêta ou ces protos, et de pouvoir essayer de les tester sur un marché solide. C'est tout l'objectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, les business angels, lorsque vous allez les voir, qui interviennent juste après, qui sont les premiers en capital, donc là, en fait, vous n'allez pas avoir des capitaux, à part peut-être les office, qui vont donner, je sais pas, 10, 15, 20 000 euros, jusqu'à 50 grand maximum généralement. Mais là, ça va être vraiment des aides. Donc, vous allez avoir Oseo, enfin la BPI France, Oseo. Vous allez avoir également tout ce qui est aide prêt d'honneur avec les entreprendre, France Initiative France, voilà, des incubateurs qui vont vous aider à, c'est-à-dire moins dépenser d'argent pour être mieux entouré. Voilà, donc en fait, soit vous avez de l'aide en amont en prêt, en argent, soit vous avez de l'aide en nature. Voilà. Après, les business angels, donc, comme je le disais, interviennent généralement entre 50 et 500 euros. Le ticket moyen, il est à peu près à 300 000 euros. Sachant qu'on peut monter plus haut, puisque maintenant il y a différents dispositifs avec la structuration des réseaux business angels qui sont mis en place, avec des co-investissements interréseaux, avec des co-investissements avec différents fonds, notamment des fonds d'avancage qui interviennent après, ou également avec des fonds de co-investissement dédiés aux business angels. Certaines régions qui l'ont mis en place, l'Île-de-France, le PACA, Rhône-Alpes, Limousin, et puis il y a un fonds qui donne 4 régions qui sont Bretagne, Pays de Loire, Haute et Basse-Normandie, qui s'appelle Go Capital. Et donc ce sont des fonds qui vont vous aider en fait à pouvoir investir auprès de BR. Est-ce qu'en province, on a plus de chances qu'à Paris ou c'est équivalent? Alors, il y a une concentration des réseaux de business angels sur Paris, une vingtaine de réseaux, il y en a 23 précisément, de mémoire. En province, vous allez avoir effectivement peut-être la facilité de rencontrer peut-être plus facilement des business angels en direct. Je vais vous expliquer après le processus de dépôt de dossier. Que sur Paris, où forcément c'est la capitale, mais aussi la capitale économique, un quart de l'activité des business angels se fait sur la région de France. Donc, je vais dire oui et non. Oui, parce qu'il y a une meilleure proximité. Non, parce qu'en fonction des montants que vous allez rechercher en province, vous n'allez peut-être pas forcément pouvoir boucler votre tour de table avec un seul réseau, donc ça peut être un peu plus long. Et puis généralement, les business angels dans les réseaux de province, je mets la région Rhône-Alpes de côté, je trouve que c'est un cas particulier, j'y reviendrai. Du coup, vous avez un réseau dans la région ou deux, quoi. Donc, pas beaucoup de business angels à l'intérieur de ces réseaux, mais forcément moins de chances de lever des fonds complémentaires. Mais un intérêt d'y aller, c'est que quand vous allez faire le business plan, c'est que votre business plan, vous allez le faire avec différents objectifs, différentes étapes. Et ces différentes étapes, vous allez peut-être avoir besoin de 100 000 euros avant pour atteindre le premier objectif, le premier milestone, et peut-être après 200 000 euros pour le deuxième, le troisième, le quatrième. Et donc du coup, lever des fonds en plusieurs étapes, c'est aussi un intérêt, c'est de le lever rapidement. C'est de montrer aussi aux investisseurs que vous avez en face de vous, que vous avez bien cerné votre projet et que vous l'avez bien cadré et que vous savez où vous voulez aller et quelles sont les étapes pour y arriver et quels sont aussi les besoins pour y arriver.
Donc ça montre que la personne est plus rationnelle, qui a bien réfléchi son projet, elle a pris du recul, et surtout elle l'a bien séquencé. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc vous avez les fonds d'amorçage. Malheureusement, maintenant, aujourd'hui, les fonds d'amorçage, tout le nom amorçage, puisque avec le risque, vu qu'ils gèrent l'argent d'autrui, ils ont plutôt tendance à investir dans de la reprise ou du pré-développement, développement. Donc sur les tickets qui sont plus hauts maintenant, structure de capital risque, que tout le monde connaît à peu près, les fonds d'investissement. Et puis après, vous avez le capital développement, et puis vous avez les marchés. Donc les marchés, ça va être tout ce qui est Internex, Euronext. Voilà. Ce qu'il faut savoir une chose à prendre en compte, c'est que là, en fait, entre l'intervention des business angels et l'intervention des capitaux risqueurs, sans les à part, il y a un trou dans la chaîne de financement, on appelle l'equity gap, ou la vallée de la mort. C'est un moment où les business angels ne peuvent plus vous accompagner parce qu'ils n'ont plus suffisamment de liquidité, ils n'ont pas des poches infiniment profondes. Et les fonds d'investissement vont intervenir de plus en plus tard, et notamment avec la crise, vont intervenir sur des tickets à partir de 2,5 millions, 3 millions d'euros. Et donc les business angels, il faut qu'ils vous accompagnent jusqu'au développement pour pouvoir intéresser justement ces professionnels de l'investissement qui, eux, gèrent l'argent de tiers. Donc qui prennent moins de risques, qui ont moins d'argent sous gestion, donc qui ont moins d'argent à investir et qui vont plutôt l'investir sur des pépites ciblées, donc ils vont prendre moins de risques en investissement plus tard. Plus on investit tôt ici, plus on prend du risque. Les business angels vont investir sur un business plan, ça va être quoi? Ça va être un tableau Excel, un PowerPoint, et puis une équipe. Donc là-dessus, il n'y a pas de preuve, généralement pas de preuve de concept, on sait qu'il y a un marché potentiel, mais comment il va réagir aux produits, aux services. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais ça, je vais le faire. Donc, qui sont les business angels? Grosso modo, un business angel, c'est une personne physique qui va investir une partie de son patrimoine personnel dans le capital de manière minoritaire. Tous les business angels réunis, par exemple, ils avaient 10 ou 15 business angels au capital, ils ne vont pas prendre plus de 30% du capital. Généralement, c'est plutôt entre 20 et 25. L'objectif, c'est quoi? Il est très simple, c'est de laisser en fait l'ensemble des pouvoirs décisionnels et laisser la main à l'entrepreneur, puisque les business angels ont une vocation pour vous accompagner, mais pas forcément vocation à vous accompagner opérationnellement. Donc c'est que vous ayez l'ensemble des décisions. Et surtout quand on fait une première ouverture de capital, quand vous faites une première ouverture de capital, généralement vous en faire 2, 3 en fait. Et donc à partir de là, si vous lâchez déjà 30-40% de votre capital des premières levées de fonds, ça va être compliqué par la suite. Alors les motivations, généralement c'est des gens qui sont proches de l'entreprise, anciens chefs d'entreprise ou encore en activité, et puis surtout les cadres supérieurs, les cadres dirigeants qui ont une entreprise, qui veulent rester dedans, connectés dedans, et donc qui veulent vivre une aventure entrepreneuriale par coopération. Et l'aspect fiscalité, c'est vraiment la carotte derrière, puisque les business angels ont existé avant la fameuse loi TEPAI et PME en 2008, qui a été créée en 2008. Effectivement, ça a permis de créer une nouvelle vocation, mais ils existaient avant, ils existeront après. Et là, on l'a vu ces derniers temps avec les fusions et autres, que voilà, le nombre de business angels, il est à 4250, on était 4000 en 2011, on a quand même 250 business angels de plus, avec un turnover en plus au sein des réseaux de 15% en renouvellement. Alors, les business angels se développent en réseau en France, plus particulièrement en France que dans les autres pays, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le côté culturel, français, où voilà, on préfère se regrouper à plusieurs, prendre de risques, c'est pas forcément dans la culture, donc on va se regrouper à plusieurs. Et l'intérêt pour eux de se regrouper à plusieurs, c'est aussi un intérêt pour vous, puisque vous allez pouvoir identifier un réseau de business angels qui va être référencé sur le site de la fédération, angels.org, mais aussi qui va être visible en fait via son site internet personnel et vous allez pouvoir déposer votre dossier directement. Alors que si les business angels n'étaient pas en réseau, vous devez faire que votre réseau personnel autour de vous en fait soit suffisamment développé pour pouvoir atteindre les business angels. Donc l'intérêt pour vous et pour eux, c'est qu'ils vont être à plusieurs pour analyser les dossiers. Donc multi-compétences, multi-avis. Donc pour l'accompagnement, c'est tout bénéfique. Et puis aussi, ils vont être à plusieurs pour vous financer. C'est-à-dire que si vous cherchez 300, 400 000 euros, il n'y a pas un seul business angel qui va mettre cette somme-là. Il y en aura plusieurs, avec des compétences, des expériences différentes. Donc, 3 typologies de réseaux de business angel à prendre en compte lorsque vous allez faire votre recherche. Vous avez des réseaux multisectoriels qui sont géographiques.
Vous allez après avoir deux typologies de réseaux nationaux. Des réseaux sectoriels qui sont dédiés à un secteur d'activité. C'est pour ça. Après, il y a la santé, l'agroalimentaire, mais j'en parle pas, je pense que ça ne concerne pas directement. Et puis après, vous avez des réseaux nationaux d'anciennes grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, universités, avec pour intérêt, c'est qu'ils ont généralement des compétences qui sont pas distinctes. Vous avez plutôt un profil ingénieur et vous allez devoir en fait vendre votre produit ou votre service. Vous avez peut-être besoin aussi de vous entourer de compétences marketing, commerciales et autres. Et puis on a quelques réseaux étrangers également, ça. Donc le profil des business angels, au sein des 86 réseaux fédérés par France Angels, il y a donc ça va de 27 à 80 niveaux, 84 je crois, on a rencontré la semaine dernière, 84. Voilà le profil un peu typique de chef d'entreprise de question. Donc répartition géographique, voilà, vous avez quoi faire au niveau de, si vous n'êtes pas uniquement francilien, vous avez également une bonne structuration de réseau avec une concentration sur 3 pôles. Pôle Île-de-France bien entendu, pôle Rhône-Alpes et pôle PACA Languedoc-Roussillon. Et quel est le critère en fait pour que le siège de la société soit dans le département ou la région? Alors pour les réseaux géographiques, vu que les business angels vous accompagnent, il ne faut pas que vous financez, il y a une notion de proximité. Par exemple en Rhône-Alpes, ils ne vont pas financer le projet supérieur à 1 heure de route. Puisqu'il ne faut pas non plus qu'ils perdent leur temps sur la route tout le temps, et il y a une notion de facilité de contact, etc. Le contact humain important, mais aussi il y a Skype aujourd'hui, etc. Et pour les réseaux nationaux, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils co-investissent avec des réseaux géographiques pour apporter soit la compétence sectorielle, et puis aussi l'accompagnement local. C'est le cas d'ailleurs avec un projet Marina en bibliothèque qui a été financé par France Réseau pour 1 million d'euros. Et donc c'est plutôt un peu dans la santé, donc il y a le réseau Angel Santé national et sectoriel qui a investi aux côtés du basé à Saint-Brieuc et donc à côté de l'ensemble des réseaux bretons et puis de l'Or. Donc le processus de sélection, je vais faire la théorie, tu feras le retour d'expérience, la pratique et surtout le questionnement de start-up. Donc le principe de sélection, vous avez plusieurs étapes qui sont cadrées par le réseau, qui sont encadrées, et les business angels vont vous accompagner sur chacune de ces étapes. Donc vous avez déjà la réception du dossier par le réseau, qui va faire une présélection. Vous avez un petit passage en pitch, je le détaille juste après. Instruction, séance plénière pour les réseaux qui reçoivent beaucoup de dossiers. Généralement, en fait, vous n'avez pas le pitch, vous passez directement en séance plénière et après vous faites l'instruction. Il y a des réseaux qui ne reçoivent pas suffisamment de dossiers, donc ils n'ont pas besoin, c'est le principe de l'entonnoir. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir plusieurs filtres au sein de l'entonnoir. Généralement, un au moins, ça suffit. Donc première étape, c'est envoyer votre dossier. Donc là-dessus, première chose, c'est réaliser votre business plan. Et pas faire à la légère, il faut prendre un peu de temps, il faut prendre du recul, il faut le revoir plusieurs fois. Parce qu'on va vous le demander à un moment ou à un autre. On ne va pas vous le demander dès le début, on va vous demander en fait de remplir une sorte de fiche renseignement de projet qui est l'exécutif sommaire. Donc pour faire un peu la comparaison, je vais bien prendre l'image où le business plan, le BP, c'est un peu le film, et votre exécutif sommaire, c'est un peu plus la biographie, en fait, la bande-annonce en fait, du film. Et donc c'est sur cet exécutif sommaire qu'on va juger d'abord le projet si on va plus loin ou pas. Donc tout l'intérêt de bien détailler dans le business plan pour pouvoir choper des briques après, pour pouvoir réaliser son exécutif sommaire, sachant que le dépôt de dossier auprès des réseaux, il se fait de deux manières. Soit, d'abord, trouver le réseau, aller sur son site web, de toute façon c'est classique pour tout le monde. La première manière, qui est la plus répandue et la plus simple, c'est un outil qui a été intégré dans chacun des réseaux qui s'appelle Gust, GUST. L'objectif, c'est une plateforme en ligne, totalement sécurisée, confidentielle, où l'entrepreneur va créer son compte, login de passe aussi. Et là, vous allez pouvoir compléter les différents pavés de questions sur la base de votre business plan et les intégrer et s'envoyer directement au réseau. Des réseaux qui n'ont pas forcément cet outil vont plutôt utiliser en fait un document à télécharger, Word ou PowerPoint. D'ailleurs, vous avez un exemple dans la boîte outils du site de France Angel. Pour regarder, vous avez une rubrique outils et guides pratiques et vous avez un exemple d'excuse sommaire.
qui est ce format PowerPoint, et voilà, c'est des grandes questions classiques. Et donc là, vous complétez, vous le renvoyez par mail. Voilà, tout simplement. J'ai une question par rapport à la sécurité des données qu'on envoie par mail. Hmm. Est-ce qu'avant d'envoyer un business plan ou une fiche de renseignement, il faut faire une lettre solo, faire Alors, l'ensemble des réseaux de Business Angels qui sont associés à France Angels sont régis par un code, une charte des réseaux d'abord, et les Business Angels par un code de déontologie. Donc tout est prévu là-dedans. Et qui plus est, en fait, l'outil Gus n'aurait jamais été intégré par France Angels s'il n'y avait pas en fait ces données confidentielles. C'est-à-dire quand vous créez votre compte sur l'outil, après vous l'envoyez au réseau que vous allez, sur lequel vous allez aller. Donc en fait, ça ne part pas dans la nature, ça part uniquement au réseau. Par exemple, vous allez sur le site de Supersoft, vous créez votre compte, le mot de passe, vous remplissez le petit questionnaire et ça arrive qu'à Supersoft. Après, le réseau a la possibilité de transférer un de ces réseaux, un des d'autres réseaux de Business Angel, mais il ne peut pas le faire sans votre autorisation. C'est pour des membres de conversation. Si on crée donc notre dossier dans Gus, et par exemple on contacte un réseau qui nous répond défavorablement et qu'on décide de contacter un autre, c'est toujours le même dossier ou il faut recréer un autre dossier? Alors, le compte est le même déjà, c'est le même compte, et vous avez la possibilité de récupérer ce que vous avez réalisé. Généralement, grosso modo, France Angel, c'est essayer auprès des réseaux d'harmoniser un maximum. C'est pour ça qu'on a fait un executive summary type. Beaucoup de réseaux sont conservés. C'est celui que vous avez trouvé dans la boîte aussi. Et il y en a qui adaptent. Mais grosso modo, c'est généralement sur une question. Je peux dire, il y a 15 questions. Ouais, c'est ça. Il y a 15 questions, 15 champs dans l'archive. Nous, on a rajouté 5. Il y a des réseaux qu'on en 12. Mais généralement, les questions les plus importantes sont les questions génériques. Et vous regarderez dans le summary, je ne sais pas si vous est basé dessus, sur celui-là qu'on avait développé, qui a fait déjà. En fait, c'est quelque chose de générique, vous avez les grandes questions, généralement, ça revient toujours à peu près. Après, les questions plus spécifiques, et d'autant plus pour les réseaux sectoriels, puisqu'ils ont des domaines de compétences particuliers. Et donc, du coup, ils vont avoir des questions complémentaires par rapport aux questions classiques qu'on a demandé. Donc, vous avez la liste de tous les réseaux sur le site de France Angels. Donc, ouais, c'est 2-4 pages pour vous réaliser votre executive summary et vous piochez dedans pour pouvoir compléter les le pitch. Alors, c'est pas forcément la un très bon exercice. Déjà, entraînez-vous entre vous, vos familles, vos amis. Sur le pitch, on a déjà regardé l'executive summary, on a validé le principe, donc vous avez passé le premier filtre. Le deuxième filtre, c'est le pitch. Alors, le pitch, vous avez 5 minutes, 10 minutes en fonction des réseaux, d'échange, enfin de présentation de votre projet. 1 heure chez Site pour ça. Ouais, mais t'es en plein air direct. Non. Non, t'as un pitch 1 heure. Tu le développes Avec après. les télés, en fait. Non, mais c'est effectivement, la plupart des réseaux fonctionnent comme ça. En général, Il y a des exemples. mais après, c'est de toute façon, on a un cas particulier, c'est Très pour ça que je vais définir. Fais rien comme tout le monde. Exactement. Et donc du coup là vous allez être devant un nombre plus restreint que l'ensemble des membres du réseau de Business Angel en question et vous allez présenter votre projet. Alors, il est très important lors de votre pitch, surtout quand vous avez très peu de temps, généralement c'est un slide par minute maximum, et surtout sur des projets un peu techno et autres, passez pas votre temps à parler du développement, de la technique, etc. Ce qu'on veut savoir c'est ça fait quoi. Ça répond à quel besoin, et ce besoin, en fait, qui en a besoin, c'est-à-dire où est le marché. Et également, c'est plutôt que, il y en a qui j'ai trop vu, c'est de parler trop de la technique, encore une fois, de ne pas parler en fait des contrats ou des pré-contrats, des relations qu'ils ont pu avoir avec Orange, Microsoft, etc. Et du coup, il n'y a plus de temps. Donc, plus le temps d'en parler, et on le met tout à la fin. Donc, ce qu'on veut en fait savoir, c'est l'intérêt du produit ou du service vis-à-vis du marché potentiel, ou du futur marché qui n'existe pas encore, et également quelle est la perception de ce marché par rapport à votre produit ou votre service. En général, c'est ça. Et si le produit existe pour le moment Alors si le produit il existe déjà et qu'en fait vous dites qu'il n'y a pas de concurrent, déjà on ne vous croit pas. Et la deuxième chose, si le produit existe déjà, c'est à vous d'insister justement dans votre pitch
Vous dites d'emblée, voilà, il y a tel concurrent, parler du marché aussi, il y a tel concurrent, etc. qui est en place, et votre différenciation de votre produit ou de votre service vis-à-vis du marché actuel. Non, mais Qu'est-ce je que veux vous avez dire, si on a déjà un produit de développer, même si c'est un truc, il faut le montrer pendant le pitch ou faut juste Alors, si vous avez expliquer ça une version bêta, des choses comme ça, le mieux plutôt c'est de pouvoir intégrer en fait une présentation, je sais pas, par exemple, c'est du web, sur Gus et même ailleurs, vous avez la possibilité de mettre des documents annexes. Donc, vous mettez une présentation avec des captures d'écran, des choses comme ça, ou un lien si vous avez déjà quelque chose en ligne. Donc ouais, j'en parlais tout à l'heure. Grosso modo, la décision d'investissement se fera au final sur 25-30% sur le produit et le service qu'on aura présélectionné. Mais après, on va surtout s'intéresser en fait à la capacité de l'équipe, des hommes, à pouvoir porter ce projet et surtout à pouvoir collaborer ensemble, à être également complémentaires. Et puis surtout aussi, parce que c'est une sorte de mariage que vous allez avec ces jeunes, ils vont vous accompagner, pas tous, on a quelques-uns qui sont sélectionnés pour vous accompagner, mais l'intérêt c'est de savoir aussi la compatibilité entre chacun. Donc après, on passe généralement à l'étape d'instruction. Donc là je fais le process long. On tape en fait, une fois que vous avez passé le pitch, on dit ok, je veux en savoir plus. Vous allez avoir un petit groupe d'investisseurs qui veulent en savoir plus. Il y en a un ou deux qui vont être nommés instructeurs et qui vont, ou généralement c'est un groupe formel, il y a un comité d'investissement, etc., qui vont analyser plus en détail le projet. Et l'instruction, c'est une suite de rendez-vous sur la base du business plan cette fois-ci. Et on va regarder plus en détail ce que est votre projet, quelle est votre personnalité, aussi, on va commencer à voir ça. Et puis aussi, on va commencer à aborder un peu les sujets qui fâchent, la valorisation, voilà. On va vérifier ce que vous avez dit, et voilà. En gros, ça c'est vraiment l'objectif. Voilà, c'est un petit résumé que ce que je ferai après, c'est que vous filez ma carte et vous enverrez à la presse. Là, ça rentre vraiment dans le détail sur l'instruction. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ça? Voilà. Et ici, une chose importante, c'est qu'au niveau de l'instruction, généralement, l'aspect financier, c'est-à-dire vos projections financières et autres, on va le voir qu'à la fin. Pourquoi? Parce que si le projet nous intéresse, si on passe en fait le côté financier en premier, on va nous dire, on va rentrer dans le détail, mais peut-être que finalement le projet est pas suffisamment abouti, ou il y a peut-être un marché trop petit avec trop de concurrents, pas assez de barrières à l'entrée, des choses comme ça. Et donc du coup, on préfère regarder le projet, savoir si c'est réellement viable, et après se projeter sur les projections financières qu'on verra tout à l'heure. On parle de la due diligence financière, on va aussi vous demander un tas de documents, une fois que vous êtes immatriculé et différents PV et autres, pour pouvoir vérifier la véracité en fait, de vos informations. Et puis des fois, en fait, ça peut s'arrêter que là. C'est-à-dire vous avez passé 1, 2, 3 mois, et puis on va voir que finalement, ça ne marche pas, on n'arrive pas à s'entendre sur les négos, on n'arrive pas à vous faire prendre du recul sur votre projet, à vous faire modifier certaines choses de votre business model ou autre. Puisque des fois, votre projet, même plus généralement, il est revu en fait durant cette phase d'instruction. Vous allez avoir des gens qui ont l'expérience, qui connaissent le marché, qui regardent le projet de haut. Alors vous êtes dedans, vous avez bossé sur votre business plan pendant 4, 5, 6 mois. Après, vous allez travailler sur vos présentations, vous cherchez des partenaires, donc ça prend du temps de lever des fonds. Vous travaillez en côté sur votre projet et vous n'avez pas forcément le recul nécessaire. D'où l'intérêt aussi. Mais en fait, l'accompagnement commence ici, en fait, à la phase d'instruction. On parle bien évidemment de la valorisation. Et puis on commence à négocier les documents clés, donc les statuts, modification des statuts, structure juridique de la société SAS. Si vous pouvez, dès le début, c'est pas encore constitué de créer une SAS. Et après, on va modifier les statuts pour modifier la gouvernance. On va créer un comité, un conseil de surveillance, un comité consultatif, des choses comme ça. Et différentes clauses du pacte d'action.
Une fois que vous avez reçu l'argent, l'histoire ne s'arrête pas là, l'aventure ne s'arrête pas là. Vous avez toute la phase d'accompagnement. C'est vraiment la plus-value des business angels. Ce ne sont pas des personnes qui vont juste vous faire un chèque, ce sont des personnes qui vont vous accompagner avec leur expérience, avec leur temps, sur votre sollicitation, mais aussi on va encadrer une gouvernance pour qu'il y ait un minimum de contrôle, pour pouvoir, on va dire, provoquer cet accompagnement et cette vision de différents documents. Donc voilà, vous avez un comité stratégique. L'objectif, c'est de voir avec votre business plan qui va être un petit peu votre boussole sur la base des objectifs étaient ceci, j'en suis où, pourquoi je ne suis pas arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Et des fois, on va peut-être voir aussi que le marché potentiel qu'on avait visé, c'est pas le bon. Et donc, du coup, on va revoir. Donc, généralement, en termes de suivi, on va demander un reporting sur les ventes, sur les aspects financiers, bien entendu, sur les objectifs commerciaux, marketing. Et ça, généralement, ça va, en fonction de la maturité du projet et de sa spécificité, ça va de tous les mois à une fois par trimestre. Et puis, on va avoir un reporting, un accompagnement, un suivi une fois par an, dans le cadre d'un comité stratégique, qui va faire un point, et qui va revoir un petit peu la stratégie de l'entreprise, où elle en est, et voilà. Pourquoi on a dévié, ce qu'on a dévié. Et puis l'objectif, c'est aussi voir si les points sur lesquels on s'est mis d'accord dans le cadre de la décision d'investissement sont respectés. Donc avec les différents points. Voilà. C'était trop rapide. Ça, je vous le dirai après. Vous avez des questions à ce stade ou j'interviens pour compléter? Moi j'ai une question. D'après vous, c'est quoi le bon moment pour créer une structure juridique? Alors, le bon moment, il y a deux réponses pour moi. Franck, si tu pourras compléter après. Les business angels investissent généralement au moment de la validation. Il y a déjà un premier process de validation du produit ou du service de son marché, comme je disais tout à l'heure. Pour le faire, il faut qu'il y ait un lien de chiffre d'affaires. Il y a un lien de chiffre d'affaires pour que la structure soit créée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le fait que vous ayez déjà créé votre structure juridique, votre société, ça donne aussi un gain de confiance supplémentaire et ça montre aussi aux investisseurs que vous avez déjà commencé à engranger le processus. Je sais pas si tu as d'autres. Très bien répondu. Je n'ai rien à ajouter. Il y avait une autre question. Oui, a priori, les business angels n'investissent pas sur les SS2I, c'est ce que j'ai pu comprendre. Vous investissez plus sur des projets à part entière. Dans ce cas-là, quand on est une SS2I, qu'on développe un projet, est-ce qu'il vaut mieux le faire sur une stratégie de développement de marque ou sur une stratégie de créer une filiale en SAS qui soit vraiment attitrée à ce projet? Alors moi, je mets mon joker. Je n'ai pas bien compris. Si vous voulez créer une SS2I, c'est-à-dire une société. Non, actuellement, moi j'ai une SS2I. Par contre, je développe des projets qui vont être totalement autonomes, mais qui prennent les compétences de ma SS2I pour le cadre du développement. C'est très fréquent. On voit beaucoup de sociétés démarrer des projets, un produit. Voilà. À partir d'une structure existante qui vit pour de l'alimentaire et qui voilà. Donc la meilleure solution, effectivement, c'est plutôt possible de fidéliser, quitte à ce qu'il y ait des salariés de la SS2I qui apportent du temps, mais de fidéliser l'activité, de mettre ce qu'on appelle la propriété intellectuelle du produit, en essence, la marque, le nom, etc. Et le début de chiffre d'affaires, quand il arrivera, dans une structure à part. D'accord. C'est très fréquent. Bon, j'enchaîne. Vas-y, go. Ah, je me présente d'abord. Alors, j'ai eu ton message un peu tard. J'ai pas de slide. Okay, on va vous l'envoyer. J'ai un petit document PDF pour pas suivre. Mais bon, si vous allez sur notre site, vous trouverez la plupart des choses. Je vais le faire à l'oral. Donc, déjà, pour me présenter, moi je suis dans la moyenne. Moi, j'ai 54 ans.
Vous voyez, à 57 en fait. Ouais, voilà, donc une trentaine d'années pour vous expliquer pourquoi je suis là dans le domaine du logiciel. Moi, je suis software. 30 ans de software, édition logicielle, hein, pas des SSI, d'intégration, et avec 3 expériences successives. La première, donc, très opérationnelle dans une start-up, 82, qui s'appelait, qui s'appelle toujours, c'est plus vraiment une start-up, Dassault Systèmes, on était 15. J'étais le premier, parce que c'était un essaimage du groupe Dassault, donc j'étais le 16e et le premier non Dassault, je voudrais dire. Voilà, donc une bande de jeunes dans l'open space, 82. Voilà, aujourd'hui c'est 10 000 personnes. J'ai passé une dizaine d'années. J'ai sous formation ingénieur, j'ai fait du dev, donc j'étais l'architecte du logiciel Katia. J'ai un peu oublié depuis, mais bon, c'est sympa. Et puis voilà, je fais rapide, j'ai passé une dizaine d'années. La société avait une très forte croissance, on était 15, 115, 215, 315, près 100 personnes par an dans les premières années. Et j'ai eu l'occasion de développer le marché international pour la partie marketing, notamment les États-Unis où j'ai passé 4 ans. Voilà. Donc quand j'ai quitté en 92, 94, après 12 ans, donc la société était assez grosse, peu importe, j'ai viré ma cutie et je suis passé dans une activité nouvelle à l'époque, 94, qui est très peu connue en France, c'est aussi une start-up, qui était le capital risque. Donc j'étais dans un fonds capital risque, Sophie Nova, pour ne pas le donner. Donc là avec des tickets beaucoup plus importants que ceux qu'on a évoqués, c'est le tour d'après. Donc, ça ne vous surprendra pas, j'ai financé essentiellement des éditeurs logiciels en France et aussi un peu à l'étranger, c'est un acteur global. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez le métier de venture capital. Donc, je l'ai exercé. C'est un petit peu la même chose avec, voilà, merci. Effectivement, je mettais des tickets. Alors, la seule chose, c'est que ce n'était pas mon argent, c'était l'argent de fonds d'investissement, de fonds de pension, d'institutionnels, de quelques investisseurs corporate, mais le ticket qu'on mettait dans les boîtes était de l'ordre de 2 à 10 millions. Voilà, donc une expérience très enrichissante. Et puis, après le O de l'opérationnel de son système, le I de l'investisseur de Sophie Nova, il manquait le E de l'entrepreneur. Donc j'ai monté ma boîte en 2005. Société éditeur logiciel, qui ne comprendra pas, qui une toute petite boîte, on a fait 5 au départ. J'ai levé des fonds, ça va le faire, j'ai vu mes anciens petits camarades, directement à la case capital risque. J'ai levé 4 millions d'euros en 2 tours. Et pour information, la société faisait toujours, mais elle existe sous un autre nom, du MDM, Mobile Device Management, la gestion de flotte de smartphones pour les entreprises. Vous verrez, bon, à la fois mon expérience Dassault Systèmes, Sophie Nova, les investissements que j'ai faits, et Sparus, et maintenant l'institution Soft, c'est du software 99,9% B2B, c'est-à-dire des logiciels qui sont utilisés par les entreprises. Je pourrais même revendre des entreprises ou des particuliers, mais ce n'est pas des logiciels grand public. Je ne connais pas, je ne touche pas. Voilà, une boîte Sparus, donc on l'a développée en France pendant 2005-2010, 5 ans. J'ai vendu une boîte américaine qui s'est elle-même fait racheter il y a 6 mois. Une belle sortie, voilà. Après, organiser la sortie avec les. Voilà. Mais moi, j'avais vraiment du rachat en 2010, j'avais quitté l'opérationnel. La boîte américaine avait repris les équipes pas loin d'ici. Et donc, je n'avais pas souhaité ni repartir dans le capital risque ou dans une entreprise ou monter une deuxième société. Et donc, je me suis mis à mon compte. Et donc, j'avais déjà fait 1 ou 2 petits investissements perso en parallèle, mais je me suis mis dans l'activité de business angel. Je précise, c'est le cas de beaucoup de gens, donc je suis à mon compte, évidemment. C'est une activité qui n'est pas une activité plein temps. Je vais maintenant parler de l'activité parce que c'est le sujet du jour, mais qui me prend 20-25% du temps. Et le reste du temps, je fais, c'est plus alimentaire, si je veux dire, je me suis mis à mon compte et je conseille, je facture. J'aide des jeunes sociétés, éditeurs logiciels, ne surprendra pas, des boîtes qui vont faire entre 1 et 5 millions d'euros, à peu près, hein, enfin qui ont passé le cap, quoique certaines sont même toutes dans la gamme business angel, peu importe, et je les aide soit pour la stratégie,
le développement de produits, l'international, la levée de fonds, voire pour les sociétés plus développées, la sortie et trouver un acquéreur. Donc, je travaille avec les dirigeants et leurs actionnaires, sans être partie prenante salariée de la boîte, parce que je suis sur alors que 75% de mon temps est d'ailleurs très en synergie avec l'activité de Business Angel dont je vais parler. Alors, Seed4Soft, on a créé ça il y a 2 ans, en mars 2011, presque jour pour jour. Le constat, c'était qu'effectivement, j'étais très actif dans une association professionnelle, purement bénévole, l'ARDEL. Il y en a qui font de l'édition logicielle, d'accord? Moi, je ne parle pas des... l'ARDEL, l'Association française des éditeurs logiciels, qui est elle-même une start-up, parce qu'elle a été créée en 2005, avec une dizaine de membres. Certes, Assosystem, Microsoft, Cegid, donc quelques parrains prestigieux, et quelques autres plus petits. Et c'est une belle réussite, puisque l'ARDEL aujourd'hui c'est 350 membres, et avec tout le gratin, y compris dans le haut du pavé, des sociétés comme SAP, Google, et plein d'autres qui nous ont rejoints depuis. Voilà, donc je suis au conseil d'administration de l'ARDEL, vu mon historique vraiment. Et au sein d'un conseil assez élargi, puisqu'il y a une vingtaine de membres, c'est le conseil d'une association professionnelle, donc c'est pas comme une société. On se connaît tous bien, la plupart dirigeants de ces boîtes, et Microsoft aussi. Et donc on discutait en 2011, on s'apercevait, en marge du conseil, bimestriel, que chacun, pas mal d'entre nous, faisait des investissements type Business Angel dans leur coin, et ou n'en faisait pas encore mais voulait en faire, qui se ressemblent, s'assemblent, voilà. Donc on s'est dit, bah, mettons-nous ensemble, faisons du pooling, hein, au lieu de mettre, je dirais, 20, 30, 50 000 euros par personne par opération, regroupons-nous et on aura une force de frappe plus importante. On est tous des experts du soft, donc un carnet d'adresses et de conseils, on est 20. On est 18, mais on va être 20 maximum, on va refuser 5 personnes, donc on est au taquet. On est une vingtaine, on va faire 20. Voilà, donc mettons-nous à 20, sachant que la règle, c'est que sur chaque deal, 2 tiers, 3 quarts, voire la totalité des membres investissent leur propre argent, ils ne représentent pas leur société. Donc là, on a constitué, on peut le dire, je vais être modeste ce soir, sauf pour une chose, la Dream Team du logiciel en France, avec des personnes très expérimentées. L'ancien président de France Angel, Philippe Luns. Alors, je précise, pour entrer dans tout ça, un club fermé, je fais une petite parenthèse. Il y avait, vous avez vu, les géographiques, les anciennes écoles, les sectoriels, avec sur l'IT, sur la santé, sur le software, c'est nous. La plupart des clubs, je crois, la quasi-totalité, il y a 83 clubs, 86, on va dire, alors, à ma connaissance, les 85 autres que Seed4Soft sont des clubs, c'est pas une jugement de valeur, il n'y a pas de plus et de moins, mais c'est une de nos différences, vous allez voir, il y a quand même un plus, sont des clubs ouverts. On rentre, on sort, on paye sa cotisation annuelle, on ne paye pas, voilà. Il n'y a pas ou peu de processus de cooptation ou de validation. Nous, parce que c'est moi qui m'en occupais, puis pour garder ça de manière où il y a la qualité plutôt que la quantité, voilà, et puis il faut que ce soit à taille humaine, gérable, et puis la plupart des gens se connaissaient, hein, via le conseil d'administration de l'ARDEL, d'autres sont venus par relation, par cooptation. On est tous, on n'est pas des copains, mais presque. On a vraiment une affection sociétatis très forte entre nous, à tel point que dans certains cas, parce qu'il y en a un qui n'était pas là pour la tanière de présentation, les autres y vont, ils voient le sujet, il fait confiance aux autres, il dit j'y vais. Et pareil pour, on verra, les décisions de refinancement, d'accompagnement, etc. Donc on se fait relativement confiance. Et donc c'est pour ça aussi, pour gérer le truc, parce que club ça se gère. Moi, mon activité n'est pas une plein temps, on a une base faible, on a une faible cotisation et on fonctionne de manière très light. Donc ne pas gérer, c'est pas pareil de gérer un groupe de 20, un groupe de 40, les emails, les machins, les réunions, et ainsi de suite. Donc on se dit 20, c'est la masse critique. En dessous, c'est trop ou peu, et au-delà, c'est pas manageable. Ce qui nous permet, avec cette notion de pooling, de faire des investissements de l'ordre de, par opération, 200 à 300, 350, on est dans la fourchette. Voilà, typique des opérations qu'on fait. Donc, avec cette règle de 2 tiers, 3 quarts, voire la totalité qui participe. Ce n'est pas une règle absolue, l'intégralité des membres participent. Donc voilà, club fermé. Très dur de rentrer, parce qu'on a plusieurs qui après, on a gardé 2 places de libre pour les gens qui ont des copains qui veulent
va voir, voilà, on est fermé, on est entre nous, et comme vous l'avez compris, on investit, alors, tout a été dit, donc on est tout à fait dans les lignes de société, typiquement, j'avais 3 investissements, donc je vais citer un petit exemple, hein, des sociétés qui ont devant les lois, pas de règle absolue, mais 6 mois à 2 ans d'existence, jeunes, qui ont alors évidemment un produit logiciel sur le fameux logiciel Internet SaaS, puisque c'est aujourd'hui la façon moderne de faire du soft, et ou sur des modèles open source ou propriétaires, voilà. Tout secteur d'activité, donc là, l'intérêt du logiciel, c'est que ça touche que ce soit du vertical ou de l'horizontal, et qui effectivement, petite équipe de fondateurs, 3, 4, avec quelques salariés, une petite boîte de 4, 5, 6 personnes. Et on aime bien, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un chiffre d'affaires symbolique, c'est-à-dire 50 000, 100 000 euros, surtout en ça met du temps à monter. Ce qu'on veut, c'est une validation par quelques clients, même avec, excusez-moi, bite et le couteau, quelques clients en production qui ont démarré, qui ont adapté à l'époque. Voilà, c'est pas la page n'est pas complètement blanche. Hein, elle est gris très clair. Voilà, et donc nous on va financer, seul ou à plusieurs. Alors à plusieurs, c'est là qu'un petit peu le débat un petit peu différent. On a un point de vue, mais ça c'est mon expérience de capital risque qui ressort, et celle de mes associés dans le groupe qui ont déjà fait des investissements. Bien sûr, il faut apporter de la valeur, mais on a une caractéristique, on est très spécialisé, on apporte beaucoup de valeur, on est expert dans notre domaine et pas ailleurs. La deuxième, c'est que on fonctionne comme un fonds, et non pas comme un réseau de business angel. Alors, oui et non, parce que les réseaux de business angel, souvent il y a 1 ou 2 représentants, s'il y a 15 investisseurs qui sont un peu en tête, mais il y a moins d'affection sociétative, je l'ai vécu dans des amis qui ont levé tout ça, bref. En râteau, il y a 15 personnes en termes de capitalisation. Nous aussi, mais nous on a vraiment une personne en face, donc on a un entrepreneur, d'entre vous, le beurre et l'argent du beurre, parce qu'il a à la fois le réseau de tous les vins, on va dire, hein, et en même temps il a qu'une seule personne pour le closing, le suivi, on est tous, on discute entre nous, mais on est comme un seul homme. Voilà. Plus comme un fonds d'amorçage, comme un fonds d'investissement, on se rapprochera plus de ces fonds. 3, juste avant, je termine aussi sur le process, que tu en as parlé. Bon, c'est assez classique, vous faire son pitch machin, je vous donnerai quelques chiffres. Comme on a ciblé notre communication tant au moment du lancement il y a 2 ans que par nos réseaux propres, par l'Avdel, où on a évidemment un deal flow naturel, mais aussi par les relations qu'on peut avoir, et les gens sont très spécialisés. On a eu une bonne qualité, plutôt là aussi en qualité plutôt qu'en quantité en termes de deal flow, parce que le chiffre d'Angus, c'est sur les 2 ans, plus de 24 mois qu'on a démarré, environ 200 projets reçus. On a été chercher, enfin enregistrés, on va dire. On en a vu, ce qui est un chiffre élevé, même par rapport à ce que je connaissais dans le boîte de là. On a reçu dans le pitch, que je ne dise pas de bêtises, pas loin de 1/3. Donc c'est énorme. C'est énorme. Nous on se réunit, alors en fait sur les 18 membres, il y a le public, hein, sur le site, il y a les patrons de grandes boîtes, il y a le numéro 2 de Placeau-Système, il y a l'ex-patron de Microsoft France qui est maintenant en Europe, de Marc Labert, qui est aussi le comité de direction de Microsoft, en son nom, il ne représente pas Microsoft. Hein, maintenant, s'il y a des relations business à développer, bah, c'est facile. Il y a aussi des entrepreneurs plus jeunes et Philippe qui est plus ancien. Donc tous ont évidemment un background très très fort en software, hein, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Dans les plus jeunes, il y a des gens comme Stanislas de Rémur, qui est le patron de Orive, une société qu'il a créée il y a 10 ans et qui est un décollage vertical, comme on dit, une société de software Internet. SideTrade, donc Olivier Novas, Olivier Janfa, qui est le patron d'Eptica. Donc tous des logiciels SaaS, B2B, voilà. Et donc d'autres qui ont, comme moi, vendu leur boîte, donc en fait on est 4 sur les 18, qui n'avont pas de job plein temps, qui sont à notre compte. Donc nous on est le comité de sélection. On
fonctionnement, c'est très simple. Soumission, si le dossier rentre dans les cases que je viens de dire, soumission d'Auguste. On se fait 3-4 réunions par mois. Les 4, on avait ce matin, comité de sélection, on prend une demi-journée. C'est là qu'on reçoit en général, on essaye, en fonction du flow, de recevoir une entreprise. Elle a 59 minutes et 59 secondes, mais ça a été filtré avant. Hein, voilà. On a bien regardé, on a éventuellement fait une qualification téléphonique. Donc là, on lui donne 1 heure, on leur donne 1 heure. Et enfin, donc c'est un tiers, donc ça fait quand même 60 sur 200, c'est pas négligeable. On fait le calcul, c'est fait en 2 semaines, pas toutes les semaines, mais presque. Voilà, et puis ensuite, classique, si on avance, on va présenter ça. Alors, on réunit notre club, on a une réunion, 6 réunions par an, tous les 2 mois. On en fera une exceptionnelle s'il faut, mais là, c'est bien réglé. Et c'est là, c'est la plénière. C'est le comité qui décide, c'est le comité plein. Donc là, on fait revenir pour la deuxième et dernière fois l'équipe de dirigeants, qui est pareil, à 59 minutes et 59 secondes, pour présenter le projet. Et puis après, on débriefe entre nous. Et dans la semaine qui suit, chacun. Non, chacun. Non. Pour pas les actionnaires, etc. Ah non, mais après c'est le closing. Non, mais pour faire la fameuse term sheet, donc le protocole d'investissement, voilà, dans les jours qui suivent, chacun se détermine, je fais un peu la popote. Auguste, vous êtes pour ça, chacun déclare son intérêt et le montant qu'il souhaite mettre. En personne, c'est entre 15 000 et 40 000. Ah, bah, après, et puis on voit si on arrive au cut, si on arrive dans la fourchette entre 200 et 300, 350. Et puis bah, si ça convient bien, on fait un protocole d'accord. Et là, on est dans la phase finale avant l'investissement, en général 4 à 6 semaines. Hein, c'est la phase où on va faire. Entre-temps, on a fait des due diligence très light. On a mené, mais là où ça fait mal sur justement le marché, les concurrents et justement les premiers clients. Voir d'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant, on a tel réseau, 18, dans leur propre boîte, je vous donne un exemple, et dans leur réseau professionnel, surtout si une entreprise, le directeur informatique de L'Oréal, machin, on l'actionne. Et donc, on va faire des tests par des non-clients qui potentiellement, meilleur cas de figure, deviendront des clients. Même si on ne fait pas de deal, quand on voit dans les comptants, on vaut mieux gagner des clients. En général, ça marche. On a présenté dans le dernier investissement en date. On a une boîte à Montpellier, donc nous, on est au contraire, on n'est pas du tout géographique, on est toute la France. Hein. On considère les 2 premiers, c'était une boîte parisienne, le 3e, c'est une boîte de Montpellier. On l'a présenté à nos membres. Alors évidemment, c'est une boîte qui est un peu le LinkedIn des développeurs, donc qui a toute une offre de coding game pour justement valider, faire des tests de programmation en live. Évidemment, là, l'effet réseau Site4Soft, pour eux, c'est 5000 développeurs chez Dassault Systèmes, 6000 chez Amadeus, on a le patron d'Amadeus dans le club, et ainsi de suite. Donc potentiellement, rien que sur le club, il faut 4 fois le business plan. Voilà. Mais donc on a fait le due diligence auprès du patron de la R&D au Drive. Le gars était fou, enfin, très enthousiaste, on va dire. Il connaît ce que je signe. Bon, donc c'était évidemment très positif pour nos diligences. Voilà. Donc la phase de closing finale, bah, c'est le truc classique que tu as évoqué, d'où le fait que la société existe avant, voir qu'il y a un minimum, souvent elle a une année de résolu de compte, ils sont déficitaires dans le cas, c'est pas de problème, mais c'est une vraie boîte, qui a un statut, on a un peu d'équerre, on fait un comité de suivi, une gouvernance, un machin, un pacte d'actionnaires, enfin, un truc classique. Voilà, et ensuite, closing, monnaie into bank, comme on dit, et ensuite l'accompagnement. Avec toujours, nous, on a un lead, éventuellement, s'il est absent, on a un co-lead, un binôme qui suit le dossier, très actif, avec des réunions, comme tu l'as dit, formelles toutes les 6 semaines, et informelles. Par exemple, Coding Game, on les emmène aux États-Unis au mois de juin, Laurent Valenne, le membre qui est actuel, va les accompagner pendant 10 jours aux États-Unis pour leur présenter des prospects, etc. Voilà un petit peu le truc. Alors, je termine par les trois investissements pour illustrer le propos. La première société qu'on a fait, c'était en 2011, c'était Tiger Lily, une société qui est un logiciel. Alors c'est intéressant d'ailleurs, bon, je ne sais pas ce qu'il fait, un logiciel pour les marques. Donc, leurs clients, c'est des brands comme Orange, L'Oréal, Longchamp, Chloé, et ainsi de suite.
pour gérer toutes leurs relations avec leurs consommateurs, leurs clients finaux, à travers les réseaux sociaux. Et donc Facebook en premier, mais maintenant ils ont complètement élargi la palette. Voilà, donc ils ont effectivement une très bonne croissance en 2 ans, on espère grâce à nous. Alors là, on a investi avec un fonds d'amorçage. En fait, on a mis 300 000 € dans un tour de 900, avec un fonds d'amorçage qui est passé large. Deuxième investissement, Content Square, une société très jeune, elle n'avait même pas 1 an. Le fondateur était encore à l'ESSEC quand on a fait l'investissement. Il passé des stagiaires, c'est la Virtual Company. Et il a aussi une gamme de logiciels qui va permettre d'optimiser le parcours des internautes sur les sites. Que ce soit de la partie carte de chaîne, ils ont tout un panel d'offres, pareil, utilisées. C'est un bon exemple, on les a présentés via nos membres imminents chez Microsoft au sein de la division MSN. Le premier rendez-vous, donc c'était avant l'investissement, le premier rendez-vous avec le gars de MSN, où est-ce qu'on signe le bon de commande? Bon, un positif. Pas que, une cinquantaine de très très beaux clients, Bouygues, etc. aujourd'hui. Voilà, on a financé là tout seul, on a mis plus de 400 000 €, 350. Voilà, donc la boîte est en plein développement. Et puis la troisième, c'est une société de Montpellier, qui est beaucoup plus récente, parce qu'on a fait l'investissement en février ou mars de cette année. Voilà, et on en a un quatrième qui passe, on va faire 2 investissements par an, parce que c'était un peu le temps de mise en route. Il y a eu du déchet, hein, par exemple 200 projets, 3, on va dire bientôt 4 faire en 2 ans, donc 2 par an, et on a présenté on va dire 2 tiers, 1 tiers vu, donc 60 vues, et on a présenté pratiquement 4 ou 5 depuis 2 ans dans des plénières. Et pour des raisons X, Y ou Z, mais des bonnes raisons, c'est pas passé. C'est pas parce que ça passe le premier comité qu'il faut passer les 2 étapes. Hein. C'est le petit oral et le grand oral. Prendre comme dans les écoles. Voilà, si j'ai été complet. Donc effectivement, on est dans cette série Business Angel. Et notre rôle aussi, moi en particulier, puisque je connais très bien sur la catégorie capital risque, il y a tout ce qui est software, IT, la limite entre software et Internet maintenant est assez physique, comme on dit. Il y a 34 ou 35 fonds qui sont actifs en France, la plupart sur Paris, mais pas tous, et depuis mon passé, j'en connais 34 sur les 35 très bien. Alors, c'est vrai que c'est gagné, mais là aussi, s'il faut passer l'étape dessus, on a aussi dans notre équipe Gilles Rigal, qui est partenaire d'Apax, qui est un très très gros fonds, qui est même plus au niveau du capital développement, mais qui est là, non pas en tant que capital risqueur, qui est dans l'autre parce que c'est le patron chez BMC Software et qu'il a une longue carrière dans le logiciel. Le fait qu'il ait été comme moi dans le capital risque, c'est un plus, mais le principe c'est qu'on sait de quoi on parle. On peut se tromper, mais on se comprend. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur Pour soumettre des dossiers, en fait, comment ça se passe un petit peu comme je l'ai tout petit peu dit, mais je ne vais pas répéter ce qu'elle dit. Donc, assez classique, si votre dossier est un software B2B, quel que soit le marché, quel que soit le positionnement, on verra plus tard. Mais, donc, le mieux, c'est de remplir la fiche, les fameuses 15 questions agrémentées de 4, ça en fait 19, en ligne dans Gust, hein, et en sélectionnant site Forsoft. Et je peux dire, ça arrive sur mon bureau, si je puis dire. Et on est assez réactif, c'est aussi un point important. On ne laisse pas traîner. On a en moyenne 2-3 dossiers ouverts, mais on voit où on ferme. C'est ce qu'on fait par exemple ce matin. On a vu un dossier, celui-là il a passé le premier cut, puis on a parlé de 3 ou 4 qui étaient, tous sont formellement, parfois c'est vraiment très proche, on a un executive summary sans avoir, mais c'est mieux en général parce que nos questions sont très orientées. Et ça n'empêche pas d'avoir un business plan ou un executive summary en pièce jointe dans Gust. Hein. Mais la première chose et la seule chose qu'on va regarder, c'est ce petit document, un extrait PDF qui fait 2 pages, hein, pas plus. Hein, on peut y en mettre une tartine, mais l'idée d'ailleurs, c'est pas reproduire. Si vous avez fait votre business plan, copier-coller, ça existe. Hein, on va poser des questions assez simples sur le marché, le besoin des clients,
faire du développement. Donc c'est à chaque fois 3-4 lignes, en français ou en anglais, pas d'autres langues. Voilà. Donc c'est ça l'idée, et nous là-dessus, on regarde, on dit bien, on cap, la conclusion, qu'est-ce qu'on pense, la branche, on regarde et on dit, on veut les voir ou on ne veut pas les voir, et on répond tout de suite. Si on veut les voir, on ferme tout de suite. On rentre chez moi, on explique pourquoi, et voilà. Comme ça, on veut avoir, et je crois qu'on a cette réputation d'être, parce qu'il n'y a rien de pire que quand vous êtes entrepreneur, de ne pas savoir, d'attendre, de mariner. Nous, c'est yes or no. C'est on l'écouter la semaine suivante. Voilà. Et vous allez vous baser principalement sur quoi? La qualité du soft que vous... Oui, là après c'est du bon sens. Alors si, c'est intéressant. On l'a fait, je vais faire le test. On a 6 critères. C'est à la fois du bon sens. Moi, j'ai 10 ans d'investissement en capital risque. Donc plus j'étais entrepreneur, j'ai fait des fonds, plus aussi soft. Donc les investisseurs, j'en ai fait des centaines. En fait, alors on a 6 critères, dans l'ordre. Le premier, évidemment, avant les 6 critères, il faut être dans notre cible. On sort peu de projets parce qu'on est assez bien positionnés qui sont hors cible. Je suis ce matin ou hier, j'ai juste répondu, j'ai dit que c'est un mauvais projet, j'ai dit c'est hors cible. C'est-à-dire que la personne a demandé, c'est pas dans notre projet. Alors, quand on est dans la cible, le premier, c'est l'équipe de management. C'est l'équipe. On aime bien avoir des équipes jeunes. Moi, je me suis traité moi-même, c'est vieux, dehors. C'est quoi jeune? Mais jeunes, voilà. Alors, je dirais 25-35 ans. N'écrivez pas ça, après, voire un peu plus, mais encore la pêche, un peu d'expérience, un bon mec, et surtout la notion d'équipe. Si on a un contre-exemple, c'est une boîte Content Square, c'est pas qu'on ne voterait pas. Chacun de ces critères, les 6, se combinent. D'avoir 3A tricolés partout, c'est rare. Non, ça n'existe pas. On fait des compromis. Mais le one-man show, c'est un petit peu, on préfère typiquement des équipes comme Olivier, 3 fondateurs, un plus marketing, l'autre plus commercial, le troisième plus le CTO, qui connaît bien la techno et tout ce qui va autour. Voilà, ça c'est sur l'équipe, avec un minimum d'expérience professionnelle. Voilà, encore une fois, Content Square est un peu un contre-exemple, mais on va dire, c'est mieux si on est dans ces critères. Le deuxième critère, c'est le marché. Alors sur le marché, on s'en fout que ce soit un marché vertical, pour l'énergie, ou horizontal, un peu de collaboration. Alors, l'équipe, évidemment, c'est horizontal, il faut vraiment avoir un gros différenciateur, parce que c'est des marchés très larges et justement ça nous fait peur. On préfère 1000 fois que l'intensité concurrentielle du marché soit ni trop faible, s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché, ni trop forte. Ça nous permet de fermer des bons dossiers, on est très loin. Donc tous les autres critères étaient ouverts, mais celui-là, on a droppé parce qu'il y avait déjà pléthore de concurrents, il y avait quelques différenciateurs noyés dans la masse. Voilà. On préfère surtout, et on demande aux collègues de faire un effort pour être le gros poisson dans la petite mare que le petit poisson dans l'énorme marge. Quelquefois, c'est juste une question de redéfinir la taille, c'est comme quand on fait les radios, et là, on a, quitte à. Souvent, c'est un peu contre nature les entrepreneurs, ils veulent être le prochain méga truc, mais dans la pratique, ça sera toujours le temps d'élargir les bords ensuite, de mettre le leader sur redéfinir, par exemple, une société qui fait sur les sites internet au sens large, de réduire sur, par exemple, les éditeurs SaaS, par exemple, leur marché. Là, c'est un marché plus petit, mais très gros, et là, par contre, il y a moins d'acteurs. Voilà un exemple de. Alors, après, est-ce que le produit répond ou pas, c'est une question, mais nous, on analyse cette notion d'intensité concurrentielle et d'adéquation et de poisson et de marque. C'est le deuxième. Le troisième, dans l'ordre, c'est un marché de produit. Le troisième, c'est la partie techno, IT, propriété intellectuelle. Pareil, parce qu'il y a 50 années hommes, il y a rarement le cas d'ailleurs que c'est bon.
Inversement, on avait un dossier vraiment bien, tout était bon à 1, et on n'a pas été avec beaucoup de législation. Bon, c'était bon à 1. C'est vrai que je pouvais le refaire dans la cuisine en 2 heures. Une caricature, c'est pas le cas, mais. Donc on aime bien qu'il y ait sous le capot, hein, quand on lève le capot, hein, que ce soit à travers une petite partie algorithmique, peu importe, une secret sauce, hein, qui soit. Parce que le monde est suffisamment difficile, c'est pas pour ça non plus que ça va réussir, mais il vaut mieux avoir sous le coffre un peu de techno, un peu d'IT, et en tout cas d'avoir une avance, en plus que la fameuse barrière à l'entrée, si quelqu'un gros s'y met, bah, que l'avance se mesure en mois. Franchement, c'est infaisable, rien n'est infaisable, incopiable, et que, voilà. Et surtout qu'il y ait un what's next dans le roadmap. C'est-à-dire que si on est là, un gros ou un autre peut arriver là, donc là on sera là. Ainsi de suite. Bon sens. Le quatrième paramètre, c'est le modèle économique. Alors surtout dans le SaaS, dans le chez SaaS, on aime bien qu'il y ait cette notion de récurrence des revenus, le fameux record sell, comme on dit, récurrence et upsell, c'est-à-dire à la fois récurrence et côté sticky. C'est-à-dire que vous arrivez le matin, on a dit des choses, c'est pas parce qu'on était en SaaS, on l'a utilisé une fois, et puis terminé. Quoi. On avait le résultat et on passait à autre chose. Donc il n'y a pas le côté un peu sticky. Je dirais, ce qui fait des sticky, c'est on prend son café, il a lu, et il se connecte. Voilà. Le Gus, c'est complètement sticky pour nous. Gus, il connecte 10 fois par jour, à mon échelle. Donc il y a un côté récurrent, il y a un côté captivité aussi. Toutes les données que j'ai. Si aujourd'hui il y avait un Gus de 10, je prends l'image, qui arrivait mieux, plus beau, bon, j'ai fait un tel investissement pour customiser vos machins que le jour où donc on aime bien qu'à travers l'utilisation de ces choses-là, au travers de données soit captive. Dernier élément, la partie upsell. C'est-à-dire que si l'utilisateur, pour une grande entreprise, 3 utilisateurs au début, avec le temps, il y en aura 30 ou 50, où on verra des modules additionnels. Donc finalement, in fine, sur le SaaS, si vous êtes dans ce domaine, il y a un truc que vous tapez dans le SaaS Matrix. C'est un document publié par les Américains il y a 2 ans, qui est absolument génial pour ça et qui montre un petit peu tous ces critères. Donc on aime bien le modèle économique, le modèle de revenu, qui combine tout ça. Sinon, être SaaS, je dirais, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on est SaaS qu'on l'est. Je reviens au point 3, avant, si j'ai oublié sur la partie techno, que ce soit irréprochable, que l'implémentation, si c'est un SaaS, qu'on fait, soit du multi-tenant, avec une ouverture maximum. Voilà. Vous avez une vraie SaaS, c'est une course SaaS. Je ne rentre pas dans les détails. Et c'est là où vraiment on a un savoir-faire exceptionnel dans notre comité de sélection. C'est un peu de moi, non. Jean-Noël Dorval, un peu le même profil, le même âge que moi, lui, il a été un des premiers employés patron des ventes chez Business Objects, une société française qui a pas trop mal marché. Ensuite, il a quitté Business Objects, il a fondé une société avec un autre ancien Business Objects, Astranet, qu'il a vendu en 2008 à une boîte américaine, c'était Salesforce.com. Voilà, et il a passé 2 ans ensuite, après il a quitté, mais en après-vente, chez Salesforce, qui est le numéro 1 mondial du SaaS, quasiment industrialisé le modèle. Et donc, je peux vous dire que entre lui et nous tous, les entrepreneurs, là où peut-être sur d'autres réseaux moins pro, ils pourraient faire un peu de fumée. Nous, ces rayons X, ils sont en slip au bout de 5 minutes. 3 questions. Vous allez voir le code Quasiment. Ouais. Quasiment. Moi, j'ai fait du code, je peux aller voir le code, s'il le faut. Bon, j'ai un peu passé l'âge, mais bon. J'en étais à 4. 2. Je connais le dernier, donc je vais faire peut-être le modèle économique. Je reviendrai sur le 6e qui m'aura, mais je vais faire le 5e, ce que je vous dis. Mais le 6e, il est très présent, c'est la partie, justement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de structuration du capital, organisation du capital, et évidemment, Valo et les montants apportés. On a eu des dossiers qui avaient tout bon sur les 4 ou 5 autres. On a dit non, parce que, pour des raisons historiques, les 2 fondateurs n'avaient vu que 30% du capital avant d'arriver. Nous, ce qu'on aime, le cas idéal, c'est ce qu'on regarde en ce moment, le dossier qu'on a fait, c'est l'équipe de fondateurs à
100%. Il y a eu un peu de love money, un peu de trucs. Allez, au moins 90% du capital, il n'y a pas 50 000 actionnaires. Ce que je veux dire. Donc, c'est là qu'on est un petit peu, je dirais, le réseau du phénomène Business Angel, surtout qu'on est cumulé par les 10 réseaux qui investissent, on est localisé dans le crowdfunding. Nous, on est vraiment, bon, il y a du bon, mais moi, nous, c'est pas du tout une bonne aide. J'ai vécu le truc, c'est déjà suffisamment compliqué, il faut en plus se battre avec, discuter pour la prochaine opération, est-ce qu'on fait un merger, est-ce qu'on vend, est-ce que ceci, avec 30 personnes, dont le notaire du coin qui ne comprend rien. Bon, on va faire, voilà. Donc finalement, c'est pour ça qu'on aime vraiment bien que la place soit nette et propre, hein, et le montage qu'on fait aussi. Hein. Par exemple, dans Coding Game, on a investi 250 sur un tour de 450. Et c'est nous qui avons fait le deal. On a pris 2 business angels, dont un à Montpellier, un ancien angel, mais on n'aurait pas pris des gens de cet angel. Il ne faut pas le répéter, parce que ce n'est pas politiquement correct, mais pourquoi voilà, Philippe Dars, Antoine le connaît, le nommé parce que tu connais sûrement, et qui est très très bon, très expérimenté. Et on a fait venir un petit fonds FCPI, ouais, il est avec nous dans le capital de cette boîte, et un fonds d'investissement FCPI qui a mis 100 000 euros, parce que ce fonds d'investissement on le connaît bien, et parce qu'il a développé un programme d'excubation, on va dire, de passerelle entre les sociétés start-up françaises et les incubateurs américains. D'accord, hein, c'est l'équivalent de camping, mais là où ça se passe. Voilà, et donc, d'où le fameux voyage à San Francisco dans un mois, pour aller éventuellement postuler sur Techstars, Plug and Play, Blackbox, Workspace, tous ces noms magiques qui sont des partenaires de ce fonds qui est dans le capital. Donc on voit bien hein, l'intérêt. À la limite, on aurait pu, s'il a fallu compléter, et d'ailleurs au départ, la société ne cherchait que 350. C'est arrêté à 450, on aurait pu en prendre beaucoup plus. C'est vraiment un intérêt fort. Voilà, comme je disais, il y a 2 des membres du club qui s'impliquent énormément. Là, c'est un jour par semaine ou plus, donc c'est plus le petit meeting tous les semaines, tous les trimestres. Voilà, bon, on verra ce que ça donne, mais là c'est bien parce que les fondateurs et 3 fondateurs sont jeunes et brillants, ils ont juste un peu d'expérience, ce qu'il faut. Et puis nous on apporte un peu le côté cheveux blancs. Voilà, donc c'était quoi? Oui, voilà les critères, 5. Et il m'en manque un, je vais le retrouver, mais pour l'instant j'ai les 5. Je crois que ceux-là c'est déjà. Voilà, bon, après tout ça c'est un peu du bon sens. Dans quelle mesure, en fait, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'une charte, une sorte de charte ontologique des business angels, quand on est approché par un business angel qu'on n'est pas allé chercher, dans quelle mesure on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut savoir s'il a signé cette charte? Et est-ce que les business angels approchent vraiment des entreprises qui ne vont pas les chercher ou pas? Oui, alors c'est 2 questions. Sur la première, Benjamin en a parlé tout à l'heure. Sur la charte, en fait, la fameuse charte. En fait, ce qui se passe, c'est que les business angels sont dans les réseaux, généralement, et ça se passe aussi chez Startup, c'est-à-dire que le dossier est amené au réseau. C'est-à-dire, on va vous rencontrer lors d'un salon, une foire, je sais pas, un dîner, un événement quelconque. On va vous dire, bah ok, d'accord, mais on contactez de ma part le délégué général, le président, le responsable du deal flow du réseau. Parce que je suis membre du réseau et j'apporte en fait mon deal flow au réseau. C'est comme ça que ça se passe. Donc si vous dit pas, si vous avez envie de passer en direct, etc., c'est que soit il est pas membre du réseau, soit réfléchissez à 2 fois avant de dire on se reverra plus tard et puis voilà. Après vous avez toujours J'ai une réponse précise à ça, sur l'aspect confidentialité. Nous, on n'aime pas et on fait rarissimement signer un accord de confidentialité avant même de faire le pitch. Hein, on n'est pas contre le faire en un deuxième temps. On a un NDA tout prêt. On va passer notre temps à signer des NDA. Par contre, on a mieux que ça. On a une charte de déontologie d'un autre. On a signé, puisqu'on est membre du réseau France Angel, celle de France Angel, on s'est inspiré d'ailleurs. Ça, c'est du wishful thinking, c'est des pieux. Mais au-delà de ça, on a surtout une réputation. Et je vous dis une réputation, je préfère perdre un 2000 que perdre une réputation. Vous mettez 5, 10, 15 ans à la faire et 5 minutes à tout casser, à tout perdre. Donc voilà, je pense qu'il faut faire minimum, savoir à qui vous avez affaire. Hein. Vous allez regarder bien, LinkedIn,
machin, vous avez tous les backgrounds de toutes les personnes. Nous, sur notre site, vous avez le nom des 18, leur bio, leur machin. Pas forcément le prénom des enfants, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, donc on va respecter, si on sait qu'alors d'ailleurs c'est intéressant, nous on a mis en place ça notre réseau, puisque la plupart des membres, 14 sur les 8, ont des jobs dans des boîtes. Il ne faut pas qu'ils soient mis en porte-à-faux, conflit d'intérêt. On a un Gus qui organise très bien. C'est moi qui le sais dès le départ, parce que moi je n'ai pas de truc dans une boîte, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Mais si vous avez des conflits d'intérêt, ça ne s'interdit pas de faire un deal qui soit concurrent, pas frontal, mais à la marge des boîtes dans les membres. On va le mettre à l'extérieur de la liste. Donc il ne verra pas les échanges. Voilà, donc entre ça, l'image qu'on a, enfin, voilà, bon, je ne dis pas qu'on a tout sur rue, mais donc à un moment il faut se. Bon, ce matin on a vu une boîte dans le cadre de sélection, 1 heure, c'est qui vos 3 premiers clients, bon. On a laissé passer, on a fait quelques lieux sur le produit, si ça nous intéresse, mais si c'est bon, on va pas. Il faut vraiment qu'il y ait mais c'est rare, ça nous est demandé 2 fois en 2 ans. Oui, et puis en plus, si jamais vous allez en contentieux, c'est 3-4 ans, c'est 3-4 ans de contentieux pour arriver à quoi votre projet en fait il est mort. Non mais je peux tout à fait comprendre Mais que ouais, ce non, soit mais légitime de dire bon, mon truc il ne se retrouve pas sur la place. Je peux vous dire à l'époque où j'étais dans le Capitaine Riesque, un de mes confrères, une fois a balancé un business plan qui avait reçu une boîte de son portefeuille qui était concurrente de Prospect, bref, ça s'est su, le mec et la boîte sont morts. Mais c'est rarissime. Parce que moi, perso, j'ai été approchée par quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a dit des Angels, etc., qui s'intéressait à la techno, qui m'a proposé un montant assez précis, avec le centre d'exclusivité, etc. Ce sur quoi, sur le coup, j'ai dit non parce que j'avais d'autres choses en attente. Et finalement, bon, il s'avère que j'ai vendu un droit d'utilisation de ma techno, mais je n'ai pas vendu la techno, j'ai vendu juste un droit d'utilisation. Mais ce que je veux dire, c'est que de cette expérience, je me suis demandé, enfin, moi, ça me paraît super par rapport à ce que j'entends au niveau des business angels, c'est plutôt nous à courir derrière eux. Moi, ça me paraît complètement extravagant que quelqu'un débarque, alors soit je suis toujours chanceuse, mais j'estime que je fais partie de la normale. Et donc, et voilà, je me dis que quand on est sur des technos un petit peu